Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en présence aussi de témoins qu'on est ravis de pouvoir accueillir et de partager les retours d'expérience. C'est vrai que cet événement, il intervient à un moment un peu particulier. Ce guide, je l'avais conçu dans l'idée que, bien sûr, la société à mission, c'est un cadre novateur que propose la loi Pacte depuis un certain temps, mais que dans cette loi Pacte, il y a quelques zones de flou et qu'il nous semblait important de pouvoir les préciser et donner quelques conseils sur ces différentes étapes. Et puis, ce qui a été aussi le déclencheur, indépendamment de la publication de ce guide, c'est le contexte. Il n'aura échappé à personne que si l'an dernier, tout le monde parlait de CSRD, aujourd'hui, tout le monde parle du backlash RSE, et avec un regard posé sur la réglementation autour des sujets ESG et RSE qui est plutôt, qui a beaucoup changé. Et il nous semblait important de pouvoir défendre que la société à mission a des vertus euh, quasiment inégalées et particulièrement pertinentes aujourd'hui. Et c'est pour ça que la deuxième table ronde traite aussi de voilà, ce qui s'est passé au moment où la loi Pacte a été promulguée, les échanges qu'il y a eu à l'époque, et en quoi le changement de contexte aujourd'hui change un peu la donne. Alors, sur cette première table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Péchineau, CEO d'EasyCash. Après avoir eu différents postes de direction générale chez Colisée, chez Rent-A-Car, chez Gîtes de France et je crois même chez Homebox. Voilà. Donc un superbe parcours et c'était un plaisir pour nous d'accompagner EasyCash. On verra à l'occasion des questions l'expérience qu'a pu en faire Anne-Catherine et ses équipes. Et elle a un point commun avec Catherine Trouvret, c'est qu'elle a aussi étudié à Neova Business School. Catherine a démarré sa carrière dans le domaine de la santé. Elle a rejoint ensuite la Massif, où elle est restée quelques années, ma foi. Puis elle a rejoint Harmonie Mutuelle, dont elle est directrice générale. Et elle est en plus, au niveau du groupe Vive, la directrice assurance prévention santé, sans parler de ses casquettes d'administratrice dans le monde mutualiste qu'on a la chance de bien connaître et dont personnellement je trouve que le statut est injustement méconnu à un moment où justement le financier prend toute sa part et l'équilibrage avec la dimension mutualiste et la gouvernance qu'elle propose nous semble, enfin, moi, me semble pertinent. Donc, les étapes sur le chemin de la société à mission, c'est un peu le propos de ce guide. Le propos de ce guide que vous pourrez downloader si vous le souhaitez, mais l'idée n'est pas d'en faire des extraits aujourd'hui, mais c'est plus de dire qu'effectivement, pour nous, la société à mission, c'est un cheminement. Contrairement à Bicorp, où il y a une porte d'entrée qu'il faut être à la hauteur de franchir, le principe de la société à mission, c'est que c'est un engagement à se transformer. Donc, c'est ouvert à tous. Et c'est un engagement, il y a un chemin qui commence par la formulation de sa raison d'être, la réflexion sur les objectifs statutaires, la création d'un comité de mission, le travail avec le comité de mission, euh, la publication d'un rapport de mission, et puis bien sûr la vérification par l'OTI. Et ça me semblait intéressant effectivement que Anne-Catherine, dans un premier temps, puis Catherine, nous parle de cette démarche volontaire qui consiste à réfléchir sur sa raison d'être et d'aller jusqu'à la qualité de société à mission. Anne-Catherine, si en 2 mots, vous pouvez nous présenter EasyCash et qu'est-ce qui a motivé justement à la fois cette volonté de capturer la raison d'être d'EasyCash et de nous engager statutairement sur une mission sociétale. Je vais d'abord présenter rapidement EasyCash, qui est un acteur français d'achat-revente de produits de seconde main, qui a été créé il y a 25 ans, à un moment donné où on parlait d'occasion, pas de seconde main, et où nos magasins étaient vraiment des magasins assez volumiques sur un modèle plutôt en franchise. Donc, depuis, nous avons un peu changé parce que je crois qu'au démarrage, on vendait des chiens en plâtre qui changent de couleur en fonction de la météo et des cendriers Ricard. Désormais, nous vendons surtout du téléphone reconditionné, du gaming, du produit de luxe, de l'ordinateur et du produit culturel. Nous avons un modèle en franchise, avec un partage de la valeur, 170 magasins en France,
300 millions d'euros de chiffre d'affaires, des magasins intégrés et également une école de formation et puis des logiciels, puisqu'on a nous-mêmes un de logiciels autour de la seconde main dans nos magasins. La question, c'était de savoir qu'est-ce qui m'avait amené. Moi, j'ai rejoint les Zcash il y a 2 ans et demi. Alors, ça fait tellement longtemps que je dis 2 ans et demi, ça va bientôt faire 3 ans, je pense. Et quand j'ai rejoint les Zcash, j'ai rejoint quelque part les Monsieur Jourdain de l'économie circulaire. Il faisait tout bien, mais il n'y avait rien qui le prouvait. Et persuadé que le business model était le plus vertueux sous prétexte que ça fait 25 ans qu'on est dans l'économie circulaire. Je suis rentrée chez Zcash à un moment donné où il y avait une recomposition du capital qui était à venir. Je voulais absolument créer de la robustesse pour cette entreprise et faire en sorte que on crée de la croissance qui soit de la croissance durable. Et donc, assez vite, je me suis dit que le chemin de la société à mission était vraiment quelque chose qui allait pouvoir préserver ce qui faisait l'ADN de Zcash et qu'il fallait d'abord commencer par écrire la raison d'être, hein, qui n'existait pas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de raison d'être, il n'y avait pas de valeur. Chacun avait une idée de la raison d'être avec Zcash. Et c'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés. Alors moi, je suis pas quelqu'un de très patiente. Hein. Ceux qui me connaissent, j'ai passé mon temps à dire qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus vite sur tous les sujets. Et en réalité, je me suis rendu compte de la profondeur du processus. On a vraiment fait quelque chose d'assez systématique et systémique. Je crois qu'on a interrogé 450 parties prenantes sur le présent qui a vraiment été co-construit avec les collaborateurs. Alors on a mis, je pense, 3 mois de plus ou 4 mois de plus que ce que je pensais. Mais en revanche, notre Ils ont 3 mois de moins que c'était prévu. mais notre raison d'être, en revanche, c'est pas la raison d'être d'Anne-Catherine du comité de direction et des équipes qui m'entourent, c'est vraiment la raison d'être des collaborateurs et également des franchisés, parce que quand on est dans un réseau de franchise, c'est extrêmement important de pouvoir les embarquer en tant que partie prenante et qui se disent pas avec ce qui arrive à la tête de réseau, ils sont les jeunes fous, les nouvelles directrices générales, elles ne sont pas que la maquette, décider un certain nombre de choses et donc il a vraiment embarqué ça. Et pour moi, qui ai rejoint une entreprise, ça m'a permis également de pouvoir me rendre compte de toute la profondeur de ce qu'il y avait, de l'ADN de l'entreprise, de son histoire, des renoncements qu'il s'avait déjà fait, plein de choses intangibles qu'on n'écrit pas, et qui ont été relevées à travers, enfin, révélées plutôt à travers cette raison d'être qu'on a vraiment co-construite, voilà, partageant nos envies d'entreprendre pour une société plus honnête et plus écologique en rendant la vie désirable à tous. Et c'est vraiment quelque chose dont chaque mot a été pesé. Je me rappelle de grands débats sur ce qu'on dit deuxième vie, second vie, bon, les objets en avoir 3. Voilà. Et puis partageons nos envies d'entreprendre, parce que dans un réseau de franchise, ce que l'on fait, c'est qu'on aide des entrepreneurs à se lancer dans des nouveaux métiers qui sont les métiers de l'assurance. Merci Anne-Catherine. Catherine, donc, vous êtes société à mission depuis un peu plus longtemps, c'est 2020, je crois, que EasyCash. Cette démarche de réflexion sur votre raison d'être, et puis le fait de devenir société à mission, de la même façon, c'était quelque chose qui était lié intimement dès le départ, ou est-ce que c'est en travaillant sur la raison d'être que vous êtes venu le goût de la société à mission, et à quoi ça correspondait comme motivation? Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cet échange. C'est par Givona, et puis de faire connaissance avec Catherine. On a quelques points communs, effectivement, qu'on vient de découvrir. Donc, juste pour dire qu'Harmonie Mutuelle, c'est 5 millions d'adhérents, c'est une centaine de milliers d'entreprises clientes et une cinquantaine de branches professionnelles. Donc, au-delà de ce qu'on fait, on a un poste d'observation assez intéressant sur ce qui se passe dans les entreprises et sur ce qui génère comme coût externe, on va dire, puisque la protection sociale, c'est l'externalisation pour une partie des problèmes qui sont du coup mutualisés. Et donc, on est code de la mutualité, vous l'avez dit tout à l'heure, donc non-profit, ce qui ne veut pas dire pas de performance, mais en tous les cas, on a aussi le temps long qu'évoquait Fanny tout à l'heure. Et nous, notre questionnement, il était assez différent en fait, puisque dans le monde mutualiste, il y a eu ce grand débat quand la loi Pacte est arrivée mais finalement, on est déjà à mission par nature, donc on ne peut pas s'embêter avec ça, voire c'est un problème, etc. Et nous, ce qui nous a intéressé en 2019, quand on a suivi les débats, et on y a participé d'ailleurs avec l'école de Nata et Jean c'est de pouvoir répondre à une question difficile qu'on avait, une question stratégique, c'est comment on se prévaut de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, sans s'y enfermer.
parce que nos clients sont des entreprises euh, très diverses, que la base du commerce, c'est de dire ses clients qu'on les aime. Et dans l'ESS, on a quand même parfois un peu de mal à faire ce genre de choses. Voilà. Donc, et du coup, cette notion vraiment d'entreprise à mission, hein, elle est venue nous aider à répondre à cette question. Donc ça, c'était une première motivation. Et la deuxième motivation, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Anne-Catherine, c'est qu'on faisait beaucoup de choses sans forcément bien l'exposer, le comparer et le faire valider. Et donc, ça a été une deuxième motivation de pouvoir finalement ne pas jouer dans notre case, dans notre périmètre de mutuelle, mais au contraire être très transverse en ayant d'autres partenaires de jeu, entreprises à mission qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui sont motivés par l'impact. Et puis, effectivement, ce comité de mission qui aide à réfléchir le temps long et puis dans lequel se noue une forme de partenariat de long terme, puisque ce sont les personnes externes à l'entreprise, mais qui la connaissent bien et donc qui amènent ce côté dedans-dehors qui est tellement intéressant pour avancer. Voilà un peu les motivations. Merci beaucoup. Alors, il y a une première étape, vraie, celle de la formulation de la raison d'être, qui, en tant que telle, si on veut qu'elle coche l'ensemble des critères, est un exercice à part entière, qui est celui de l'accompagner, de l'incarner par des axes d'engagement qui vont devenir statutaires. Ça demande donc de ranger la maison, justement, de faire le recensement de ce qui est déjà fait, de l'ambition sur ce qui reste à faire. Anne-Catherine, comment ça a été simple ou complexe d'identifier ces axes et je me demandais aussi si le fait que vous ayez embarqué sur la CEC Nouvelle-Aquitaine en parallèle de cette réflexion avait infléchi la formulation de ces objectifs statutaires ou la réflexion sur la feuille de route. Alors oui, le fait d'embarquer dans la CEC nous a permis, on va dire, d'aller plus loin dans la réflexion qu'on avait faite. On venait juste de finir de faire notre raison d'être. On avait 4 piliers, parce qu'il y avait 4 objectifs statutaires sur lesquels on était parti. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai eu le temps, je vais aller faire de la CEC. Et j'y suis partie en me disant, ça va être facile, on a déjà tout. Je me suis pris quand même une sacrée claque. Et je me suis aperçue qu'on n'avait peut-être pas été assez exigeant vis-à-vis de nous-mêmes sur les objectifs qu'on avait fixés. Mais en tout cas, qu'on avait tout écrit, mais qu'on n'était peut-être pas allé assez loin. Donc la CEC, ça m'a permis d'aller creuser davantage. Et on est sorti de la CEC avec une feuille de route qui est vraiment très précise et surtout complètement engagée sur l'action. En se disant, voilà, on fait des vrais choix, il y a des choses qu'on va pas faire, c'est pas grave. Mais ce qu'on va faire, on va vraiment bien le faire, on va le faire bien. Et donc, ça nous a permis de pouvoir après derrière rediscuter les uns les autres en se disant, maintenant, on va embarquer que trois des piliers. On en a un peu retravaillé parce qu'il y avait quand même un truc. On avait envie d'embarquer un petit peu et derrière chacun de ces piliers, on s'est mis des actions vraiment concrètes et précises et des actions d'ailleurs qu'on avait mis en place pendant la CEC. Donc la CEC, ça nous a fait, on va dire, mûrir. Et puis moi, c'est surtout, ça m'a fait prendre conscience que dans le triangle de l'action, finalement, les seuls qui ont un peu de courage, c'est souvent le courage et le pouvoir, c'est les chefs d'entreprise. Et quand, dans la CEC, je me suis retrouvée face à d'autres chefs d'entreprise qui avaient des business models beaucoup plus compliqués à faire basculer, parce que soit le business n'allait pas bien du tout, soit parce qu'ils étaient dans des trucs extrêmement polluants. Je me suis dit que j'avais d'abord une chance incroyable d'être dans le métier de la seconde main, parce que notre acte, c'est une partie de la solution, même si on fait aussi partie du problème sur des sujets plus volumiques. Et que ça nous engageait et que du coup, je pouvais pas faire les choses à moitié, je pouvais pas me contenter de petites mesurettes et juste de cocher les cases en disant youpi, tu mets ta société à mission, tu fermes le truc, tu te trouves un comité de mission pas trop embêtant, pour pas qu'ils viennent te chercher et tu remplis tes cases. Donc, ça m'a vraiment poussé à être plus exigeante avec moi-même et je pense que ça s'est ressenti dans la façon dont on a exprimé notre mission. Merci Anne-Catherine. Et donc, Catherine, vous êtes société à mission depuis un peu plus longtemps. C'est vrai qu'on s'aperçoit peut-être parfois après la vérification par l'OTI ou en marchant avec sa mission, en se rendant compte avec une paire de chaussures neuves que des fois, il y a des endroits où ça frotte. Est-ce que vous avez eu au fil des échanges avec internes et au niveau du déploiement et de l'avancée sur votre mission, la tentation de faire évoluer ces objectifs et
Et de façon corollaire, comment vous voyez leur articulation avec le plan stratégique d'harmonie mutuelle? C'est souvent une question qu'on se pose de se dire, enfin nous c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, qu'il y ait une double feuille de route, qu'on appelle le millefeuille de route, une double feuille de route avec parfois des actions contradictoires. Donc voilà, c'est intéressant de voir sur la durée comment ça fonctionne. Oui. Effectivement, on est au 4e exercice plein et on a pris la décision de devenir nous dit entreprise mobiliste ici. Et on s'est donné 1 an de travaux internes pour valider la mission qui s'affiche là, qui est donc l'action sur les facteurs qui impactent la santé, donc économique, écologique. Euh, et, euh, donc, on a passé une année à recueillir des contributions et à choisir, en fait, parce que les 4 objectifs, ça n'est jamais qu'un choix parmi une quantité absolument hallucinante d'autres choix possibles. Et il faut fédérer autour de ça. Donc, on a eu 350 000 contributions pendant cette année-là, donc à la fois des clients, des tiers, des adhérents, des salariés, des militants. Et on a donc pris beaucoup de soin à cette formulation et à ces 4 objectifs. Et ensuite, c'est très, on est une grosse machine avec un peu moins de 6 salariés, comme je le disais peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Et une fois qu'on a choisi une mission, qu'elle est comprise, appropriée, qu'on a choisi 4 objectifs, qu'on s'est mis d'accord dessus, on a trouvé tous les KPI des bons dans l'entreprise, et puis pour lancer dans le plan projet, puis que ça devienne des réalités, etc. 4 ans, c'est très court en fait. Donc, on est plutôt satisfait du rythme auquel on est allé et des progrès que ça nous a fait faire dans cette exigence en fait de choix et de mobilisation des énergies autour de sujets communs à toute l'entreprise et engageantes, comme vous le disiez, vis-à-vis des tiers. Donc, c'est très fort. Mais donc voilà, on est encore loin du moment, je pense, où on devrait faire bouger ces 4 indicateurs. Ça me paraît très tôt. Et on a cette chance d'avoir le temps. Ensuite, sur l'articulation avec le plan stratégique, pour être tout à fait honnête, le précédent plan stratégique, celui qui se termine en ce moment, était évidemment cohérent avec la mission et les objectifs, mais était posé à côté avec un plan stratégique tourné vraiment sur des sujets de transformation de l'entreprise, du modèle d'affaires. Et on est en train de travailler là sur celui qui va démarrer en 2026. Et là, on peut, du coup, pour ce 2e exercice, vraiment repartir de la raison d'être et des 4 objectifs et décliner. La mise en cohérence est beaucoup plus forte. L'ensemble des parties prenantes se sont habituées aussi à manipuler un certain nombre de concepts, etc. Et donc là, on arrive à cette implication qu'on souhaitait dès le début, mais qui était matériellement trop complexe. Merci beaucoup. Et vous, Anne-Catherine, alors sur la partie plan stratégique, vous avez rencontré effectivement ce besoin d'alignement. Est-ce que ça a été compliqué? On a un peu rangé la maison quand même à un moment donné, puisqu'on avait des tentes partout. Donc, et on les a tous mis sur la mission. On a encore deux, trois trucs qui sont pas tout à fait dans la maison. On change au fur et à mesure et j'ai une collaboratrice dans ce boulot-là. De s'en occuper, de s'assurer qu'on mette tous en permanence sur la mission. Alors, merci. Pour continuer, Anne-Catherine, votre comité de mission, il fait un peu plus que ses premiers pas. Vous allez terminer début d'année prochaine, votre première année de société à mission. C'est un organe très particulier, puisqu'en fait, il a vocation à en faire partie de la gouvernance de l'entreprise, avec une vocation aussi à intégrer des parties prenantes externes. Donc, l'argument actuel est que c'est la fenêtre ouverte de l'entreprise sur le monde. C'est un choix aussi des entreprises de vouloir porter l'esprit de la loi Pacte en ouvrant aux parties prenantes externes. D'autres préfèrent rester un peu trop sur un regard que je ne vais pas appeler mon nombriliste. Vous, en termes de principe,
pour la composition du comité de mission, Anne-Catherine, ce qui vous a semblé important en termes de rôle à jouer et qu'est-ce que vous retirez de ces premières séances ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt? Alors, nous, notre souhait, c'était vraiment d'avoir des parties prenantes externes. Alors, d'abord, des parties prenantes franchisées, parce qu'ils font quand même partie du business model, donc c'est compliqué d'avoir un comité de mission sans avoir un franchisé dans ce comité de mission. Donc, on a ouvert des candidatures et là, on s'est aperçu qu'on avait vraiment beaucoup de volontaires pour en faire partie. Pareil pour les parties prenantes internes et salariés, avec lesquelles vraiment, c'est un crève-cœur de choisir parce qu'ils voulaient tous être au comité de mission. Et sur les parties prenantes externes, on a fait le choix d'avoir des parties prenantes de différents univers. Donc, on voulait quelqu'un de retail qui nous apportait quand même l'axe retail. Donc, on voulait quelqu'un de l'ESS pour nous apporter quand même ce sujet-là, plutôt sur l'ESS, qui fasse de la collecte d'objets, enfin, qui puisse éventuellement être presque en concurrence avec les acteurs de contrat. On a voulu également quelqu'un qui fait la CEC avec nous. Donc, moi, j'ai remarqué en tant que particulièrement comme quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui avait fait le même parcours que moi pour être sûr que ma feuille de route régénérative, elle soit bien mise en place et qu'il m'engueule si c'était pas le cas. Voilà la façon dont on a mis nos parties prenantes localement. Après, ça se passe bien. On en est à le troisième comité de mission. Ce que j'avais en revanche pas pris en compte, c'est qu'on allait chercher des personnalités et des gens, et qu'il y a parfois des changements de poste pour les uns et pour les autres, et que de temps en temps, ça peut bouleverser le comité de mission. Alors, ça n'a pas été mon cas, mais typiquement, un acteur de retail qui change d'entreprise, peut-être que sa nouvelle entreprise va être super OK sur le fait que le collaborateur va faire plusieurs jours dans le comité de mission. Pareil, la personne de l'ESS va maintenant travailler à la région, alors ça fait toujours le job, mais pareil, est-ce que la région va être OK pour trouver cette collaboratrice? Avec consacrer du temps à la mission. Et ça, on n'avait pas intégré. Donc, je pense que si j'avais à refaire ça, je prendrais peut-être un peu plus de membres permanents qui ne soient pas liés par le poste, de façon à pouvoir quand même avoir de la stabilité dans mon comité de mission. Que passer pour ça, chef d'entreprise, c'est parti. Bon, bah, oui, c'est mon idée, c'est la même. Merci beaucoup. Catherine, vous, ça fait 3 ans que le comité de mission de Harmonie Mutuelle vous accompagne. Comment vous définiriez ce rôle et qu'est-ce que ça a fait changer dans la façon que la gouvernance d'Harmonie Mutuelle de fonctionner? On a fait le même choix d'aller chercher des personnalités qui nous poussent, nous stimulent et nous accompagnent sur des dimensions qu'on veut développer, qui sont peut-être un peu moins sur lesquelles on a un peu moins de muscle en interne. Donc, le président du comité de mission, c'est par exemple Didier Livio. Delphine, vous l'aviez rencontré, on a eu le plaisir de vous faire rencontrer à notre assemblée générale. Et donc, lui, c'est tous les sujets d'impact, d'alimentation durable, etc. Donc, un exemple de comment on peut bouger dans une mutuelle. Et on a 2 salariés internes, un administrateur représentant les salariés et une salariée qui est après beaucoup de candidatures internes également. Et puis donc d'autres personnalités extérieures qui viennent éclairer, donc comme je le disais, les dimensions sur lesquelles on veut avancer. Donc là où on était le plus en retard par rapport à cette logique d'impact sur la santé, c'était la partie environnementale. Donc, évidemment, on a beaucoup travaillé là-dessus et ça nous a permis d'avoir une stratégie climat et d'obtenir des résultats tout à fait significatifs. Et dans le dialogue avec le conseil d'administration, ce qui est intéressant, c'est que cette ouverture est plus facile parce que dans le conseil d'administration, ce sont des représentants de nos adhérents, des entreprises. C'est une gouvernance qui doit être stable. C'est très important, évidemment, et comme ça n'est pas lié à des tensions capitalistiques, c'est encore plus important et encore plus exigeant que de maintenir cette stabilité. Donc, c'est très dur de faire rentrer, entre guillemets, des personnalités qualifiées. Et donc, finalement, le comité de mission, d'une certaine façon, joue un peu ce rôle-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, voilà, on s'habitue à travailler ensemble. Ces personnalités nous connaissent, mais sont extérieures, et donc ce dedans dehors, ils nous aident beaucoup. Donc, voilà, je peux répondre à votre question.
Merci beaucoup. C'est vrai que la structure mutualiste, déjà une gouvernance ouverte de façon statutaire. Euh, Par contre, elle n'a pas forcément l'opportunité de travailler avec des parties prenantes externes ou parfois même euh, euh, des salariés, par exemple. Et la étape, enfin, du rapport de mission qui a pour but de recenser les travaux, les échanges qu'il y a dans ces séances de travail du comité de mission. Euh, Est-ce que c'est une expérience? Comment elle est vécue? Parce que c'est, oui, je continue avec Catherine, je vais partir avec Anne-Catherine. Comment vous la voyez au bout de 3 ans? C'est quelque chose qui est à la fois, on peut vivre nous-mêmes, hein, notre rapport de comité de mission à l'entrée, c'est un exercice à la fois imposé, qui est lourd, mais indispensable et salutaire. Comment vous le voyez et qu'est-ce que vous avez potentiellement à cœur de créer comme pont entre rapport de mission et rapport durabilité, puisque vous avez fait votre rapport durabilité tout récemment suite à la CSRD. Comment vous voyez l'articulation de ces deux types de rapports? Oui. Si on en avait que deux, ça serait bien. Ce matin, sur LinkedIn, un journaliste m'a écrit en me disant dans le rapport sur la solvabilité, puisqu'on est un organisme financier soumis à solvabilité, j'ai trouvé tel chiffre, et dans votre rapport de durabilité, j'ai trouvé tel autre chiffre, et dans votre rapport annuel, j'ai trouvé tel autre chiffre. Alors, il n'avait peut-être pas lu le rapport de mission, donc il m'a demandé de mettre en cohérence 3 sources internes. Donc, nous étions bien à l'origine de cette production. Donc, ça c'est quand même une sacrée complexité. Et ces rapports de durabilité ou de solvabilité, on a beau les rendre les plus clairs possibles et lisibles par des non-initiés. C'est des non-initiés qui, quand même, ont accepté d'investir une part significative pour comprendre ce qu'on a écrit, même si on fait l'effort. Par contre, j'ai envie de dire, le rapport de mission, qui est une figure un peu plus libre, est vraiment fait pour être la vitrine et l'outil de ceux qui ne sont pas des spécialistes. Et je pense qu'on s'attache tous à ce que les objectifs et la mission soient très clairs et accessibles à tout un chacun, sans être, encore une fois, en aucun cas spécialiste de l'activité dont on parle. Et une des choses moi, que j'ai trouvé incroyablement gratifiante, c'est le fait que tous les ans, enfin, on fait un baromètre d'engagement de nos 5600 salariés. Et l'une des choses qui ressort dans le top des meilleures notations, c'est justement la fierté liée à cette logique d'entreprise à mission et la façon dont le rapport de mission est fait et dont ils le valorisent et dont ils peuvent s'en servir pour valoriser. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je verrai la hiérarchie des. Donc, si vous voulez dire des choses sur nous, commencez par le rapport de mission. Et puis le reste, si vous avez vraiment de temps. Merci. Oui, c'est vrai que vous pointez un point, Catherine, qui évoquait d'ailleurs Fanny dans son introduction, c'est que là où il y a une prise de confiance sur un certain nombre de niveaux, que ce soit par rapport à l'entreprise ou à des acteurs au point de la société en général, le rapport de mission est bien là pour tangibiliser les engagements d'entreprise avec des preuves. Et c'est sûrement un guide extrêmement important pour tout ce qui est réflexion sur la façon dont les entreprises et les marques peuvent communiquer. Du coup, peut-être juste ajouter un petit point, c'est le fait que les autres rapports, pour autant, sont très utiles. Je ne voudrais pas laisser une confusion. Et effectivement, toute la fabrication des indicateurs qui vont servir ensuite à alimenter le rapport de mission, donc le comment finalement, au service du pourquoi qui est du rapport de mission. Vous, Catherine, vous n'en êtes pas encore à cette étape, elle va s'approcher. Peut-être aussi sur le témoignage de Catherine, quel rôle vous avez envie qu'il joue ce rapport de mission, et notamment contrepoint du rapport durabilité. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous sembleraient extrêmement importantes, qui vous tiennent à cœur, qui est dans ce rapport, et soit parce que ça traduit un renoncement, soit parce que... Forcément, il y a des choses que j'aimerais voir figurer dedans, mais moi, j'ai surtout envie que ça soit le rapport du comité de mission. Donc, nous, on a fait le choix de pas
de pas leur dire on va l'écrire, on va vous faire la structure, on leur a dit c'est à vous de faire, c'est votre, enfin vous êtes le comité d'édition, c'est vous qui allez décider ce que vous allez mettre dedans et ce que vous allez raconter. Nous, on est transparent sur ce qu'on fait et c'est vous qui, de part on va vous aider, enfin, on vous aidera à rédiger si vous avez quelque chose. Donc, ce que j'espère, c'est que ça traduit la vision que moi j'ai de l'entreprise, même si c'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées, qu'on n'est pas sûr qu'on va les faire, mais donc j'ai surtout envie, je suis en réalité très curieuse de le voir, je m'attends avec beaucoup d'impatience. C'est vraiment. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, pour donner un peu de temps aux questions-réponses avant la petite pause précédant la prochaine table ronde, j'ai une question. On parle du cheminement société à mission. Donc, est-ce qu'il y a des cailloux ou des fleurs sur ce chemin? Et quel équipement pour le pratiquer, ce chemin de comité de société à mission, si jamais vous aviez des petits conseils à donner à ceux ou celles qui ont envie de s'engager sur ce chemin. Catherine, vous diriez alors, bonne ou moins bonne surprise, et puis l'équipement Alors, indispensable. nous, c'est relativement récent, donc pour l'instant, c'est vraiment des bonnes surprises. Hein. Je connaissais le pouvoir transformatif de la mission, et c'est vraiment un projet d'entreprise, ça permet vraiment d'embarquer les équipes. Moi, en tout cas, ça a été un vrai outil d'accompagnement du changement, de pilotage de l'entreprise. Après, on a des surprises sur ce chemin, des choses qu'on découvre. Je lui conseillerais de se faire accompagner sur les faire, parce que ça aide quand même d'avoir des tiers pour pouvoir nous aider, prendre du recul, dire là, non, il faut prendre un peu plus de temps, non, là, c'est pratique davantage, parce que ça évite de vouloir aller trop vite. Ça permet de bien faire les choses. Merci. Et vous, Catherine? On a eu que des bonnes émotions aussi. Donc, et une surprise. C'est en fait que, donc, comme on est une mutuelle, on a des élus, des bénévoles et nos salariés. Donc, des bénévoles, on en a 2000. Et ils étaient un peu propriétaires, on va dire, de, de- de l'esprit pour lequel on faisait des choses. Et puis, les salariés, d'ailleurs, quand je suis arrivée il y a longtemps maintenant, ils s'appelaient des administratifs, le jargon interne. Donc, la première chose que j'ai demandé, c'est qu'on arrête de les appeler comme ça. Parce que c'était pas des choses administratives, c'était tout sauf ça. Et ce travail conjoint sur la raison d'être, les indicateurs, etc., ça a autorisé tout le monde à devenir finalement un peu militant, un peu porteur du sens de l'entreprise. Donc ça, c'était tout à fait formidable. Et ça a rééquilibré et fait bouger beaucoup de choses autour de ce fonctionnement dual. D'ailleurs, on aime beaucoup. Donc voilà. Et, euh, et en termes d'équipement, je dirais peut-être les exercices de voix pour pas perdre ses cordes vocales parce qu'il faut parler beaucoup. Euh, je pense que c'est un exercice effectivement de partage avant tout et d'écoute. Et il faut pas hésiter à ce que les cercles soient là, à aller chercher l'adhésion, à aller chercher la confrontation. Et ça, je suis très sensible à ce que vous disiez juste avant. Ça permet de faire émerger beaucoup d'incohérences en fait. Et du coup, de travailler sur la mise en cohérence. Voilà, ce dialogue permanent qui est si fécond et qui fait tellement de bien aux gens par ailleurs dans le monde de l'ONU. Merci beaucoup pour vos partages de retour d'expérience et puis ce regard complémentaire parce que d'une certaine façon, en termes de gouvernance, vous êtes toutes deux dans une entreprise entre guillemets un peu atypique, puisqu'en fait, voilà, s'il s'agit d'une double gouvernance, euh, c'est peut-être une interrogation qu'on peut aussi partager, de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait le lien entre les différentes sociétés à mission, c'est quoi l'étincelle commune? Et l'analyse qu'on en a fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'ADN familial parmi les entreprises qui embarquaient et qui allaient loin dans l'embarquement, et puis aussi des gouvernances un peu, j'allais dire atypiques, donc déjà ouvertes sur l'extérieur, et puis il y a les directions générales aussi vraiment engagées qui veulent faire effet d'embarquement. Merci beaucoup.
Euh, on a prévu un temps de questions-réponses avant la fin de cette table ronde. On a commencé un petit peu en retard. On va essayer de pas trop dépasser quand même pour les personnes à distance qui nous écoutent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions à distance avant que je propose aux personnes de la salle de poser leurs questions? Oui, il y a une question de Julie qui demande s'il y a un niveau de maturité nécessaire en matière de RSE pour après s'engager dans le projet de société à mission. Si oui, lequel? Alors, j'ai envie de répondre, si je peux me permettre, puis ce serait intéressant d'avoir vos retours aussi. Nous, on pense qu'il y a, enfin, c'est ce que j'expliquais un petit peu au départ, il y a l'avantage, d'une certaine façon, de cette qualité, c'est que elle ne demande pas de prérequis, contrairement à un label. Elle demande l'envie sincère de faire. Ça, a priori, voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée, si ce n'est justement le fait d'agir dans la sincérité. Donc, il n'y a pas de prérequis sur un niveau de maturité en termes RSE. Contre, il y a une attente, un devoir, et si se revendique de cette qualité, puisqu'en fait, elle va venir être éprouvée, je dirais, a posteriori. Donc, en se concrétisant via un rapport de mission, on va vérifier, mais 18 mois après, par un organisme tiers indépendant. Donc, c'est vrai que ça demande ce saut dans la sincérité pour exprimer cet engagement et le suivre dans la durée. Donc, il y a pas, on me posait aussi des fois la question s'il faut mieux commencer par une réflexion sur la strate RSE ou sur la raison d'être. En fait, il y a pas forcément d'ordre. C'est toujours un bon moment pour s'interroger sur sa raison d'être. Il y a une stratégie RSE qui est déjà formulée. C'est l'occasion de la revisiter, de l'enrichir, de la compléter à l'aune d'une finalité que l'entreprise souhaite poursuivre. Mais s'il n'y a pas de stratégie RSE, on a pu éprouver que c'était souvent très pertinent de venir incarner la raison d'être par des axes d'engagement, des axes qui sont à la fois de l'ordre de la stratégie RSE, enfin, on entend sur quelque chose qui soit de l'ordre du réglementaire et puis des choses un peu plus avancées, mais aussi la stratégie business. Donc, la réponse est non, il y a pas un prérequis, enfin, parce que vous en pensez dans votre expérience, Moi, je pense qu'il n'y a pas de prérequis. Si on a envie, il faut se lancer. Et c'est sur le chemin qu'on trouvera une partie des solutions, hein. Moi, je conseillerais à ceux qui ont envie d'y aller, ne serait-ce qu'explorer, enfin, travailler sur sa raison d'être, c'est extrêmement important. C'est souvent la base. Je trouve ça compliqué de pouvoir construire quelque chose si on n'a pas de raison d'être. Là, je totalement au niveau du point de vue, peut-être oser dire que pour moi, la performance financière et la performance extra-financière, c'est le monde d'avant. Il n'y a pas deux performances isolées. Et donc, la notion de RSE, finalement, est un peu une façon de mettre à côté du cœur de l'entreprise un certain nombre de sujets, alors même que leur traitement va améliorer le cœur de l'activité, le business model. Enfin, évidemment, je ne suis pas non plus dans une activité ultra polluante, très difficile à transformer. Donc, c'est un peu plus facile pour nous, mais quand même. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ouais, des questions dans la salle? En premièrement, Ma question s'adresse à Anne-Catherine. Essentiellement, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez un réseau de franchise. Je connais bien cet univers-là et je sais combien il est compliqué d'engager des franchiseurs qui sont des entrepreneurs indépendants. Je voulais savoir comment vous avez géré cette situation. Est-ce que vous en avez fait une force? Est-ce que c'était un frein? Est-ce que ça vous a à un moment donné questionné? Est-ce que vous ne va pas? Et moi, à titre personnel, je vois justement qu'il y a eu des connexions de valeurs très fortes parce qu'on est déjà dans le partage de la réussite, dans le modèle gagnant-gagnant. Et je me demande finalement pourquoi est-ce qu'il y a pas plus de franchiseurs qui y vont et est-ce que c'est des choses dont vous avez pu parler avec vos autres collègues franchiseurs? J'avais pas parlé avec les autres collègues franchiseurs, mais je partage votre point parce que c'est un modèle sur lequel on est sur le partage de la valeur entre les fêtes de réseau et les franchisés. Après, nous, on l'a fait par conviction. Donc, c'est vrai que moi, j'étais ultra contente quand on a fait notre feuille de route CEC, quand on avait notre raison d'être. La raison d'être, on l'a fait avec eux, donc ils ont bien compris. La feuille de route CEC,
On a fait quand même un peu de notre côté. Donc, quand je suis arrivée sur scène devant mes franchisés en leur disant, waouh, j'ai des super bonnes nouvelles, on va renoncer au volume et on va arrêter de vendre des neufs dans le magasin. Imaginez, j'ai pas eu une au-delà d'enthousiasme incroyable, je ne pas encore. Et j'étais hyper déçue parce que j'étais vraiment persuadée que je détenais la vérité. Donc, je me suis simplement dit que c'était OK de pas embarquer tout le monde. Et ça, à un moment donné, je l'ai même écrit. Je me suis dit qu'il y en a qui ne suivront pas et qui peut-être vont rompre leur contrat de franchise interne, et c'est OK. Je ne vais pas embarquer tout le monde. Donc, j'ai plutôt travaillé sur la stratégie de la bascule, et la stratégie de la bascule, c'est d'avoir 25% des franchisés qui sont avec vous et qui, dans une enroulement contre vous, va fonctionner. Et on a travaillé beaucoup sur des récits positifs. Donc, on s'est dit, voilà, on a donné le nom à notre feuille de route, on a appelé Already. On a fait un film, on se plaçait en 2030, et dans ce film en 2030, on a raconté tout ce qu'on avait fait, et combien c'était chouette, et combien ça s'était bien passé. Et j'ai demandé à des franchisés qui étaient OK avec la mission, qui y croyaient, de jouer le rôle pour expliquer tout ce qu'on avait fait. Et finalement, les récits positifs, hein, ça embarque les gens. Et ils sont tous ultra fiers de la raison d'être. Ils sont ultra fiers qu'on ait choisi de société à mission. Ça revient très souvent, c'est un vrai facteur d'appartenance. Après, est-ce qu'ils ont tous renoncé au knife et qu'ils ont renoncé au volume? Peut-être pas, mais c'est OK. Il y en a certains qui s'y mettent et ça va venir petit à petit. Oui, le contrôle doit aller jusqu'à voir ce que eux font les. Alors, on regarde, de toute façon, tout ce qu'ils font dans le rêve. Pour aller monter la feuille de route, c'est notre Exactement. Oui, mais moi, je regarde le taux d'achat extérieur, le taux de neuf, les volumes. Oui, c'est des choses qu'on va réduire. Il y a des travaux à la place. quelqu'un derrière vous, et que c'est vous qui avez levé la main. Non, pardon. Ma question précédente, c'était juste avec les personnes externes qui sont engagées dans la mission, combien de temps ça leur prend par an pour se rendre compte de quoi vous avez des problèmes de se dire, faut quand même que j'ai une nouvelle structure dans laquelle elles atterrissent, acceptent, elles dégagent ce temps. Nous, c'est 5 réunions par an. Et au démarrage, on a fait le choix de passer du temps en physique, en présentiel. Notamment, on leur a fait visiter un magasin, on leur a montré comment ça fonctionnait. Et une autre fois, où on parlait, enfin, on a exploré les différents sujets et à chaque fois, on fait un présentiel. Donc, ça prend quand même du temps, les gens se déplacent. Certains retailers viennent du Nord, le Nord, à Bordeaux, sur 2020, ça prend un petit peu de temps. Et en faisant attention à ce que notre comité de mission ne déplace pas comme venir chez nous. Donc, c'est vraiment un engagement fort, c'est 5 journées. Donc, ça va faire 36 ou 7 journées dans la nuit. Et quand vous embauchez quelqu'un, peut pas forcément se parler. Merci. Donc, Catherine, vous avez une idée du temps que ça demande? Oui, je pense que c'est pas très différent, mais du coup, j'avais envie de réagir sur l'autre partie de ce que vous avez dit qui n'était pas dans la question. C'est en quoi ça peut être utile quand on est employeur d'une personne qui va s'investir dans un mandat extérieur, que ce soit un comité de mission ou un mandat d'administrateur ou autre. C'est à quel point ça amène de la diversité. Et dans un monde complexe où il faut se transformer, il faut de la diversité pour bouger. Donc, c'est en fait bénéfique aussi. Je pense qu'il faut le faire savoir. C'est bénéfique aussi pour l'entreprise qui accepte, entre guillemets, de perdre quelques demi-journées ou quelques journées pour de l'un ou l'autre de ses représentants. Je le pense vraiment. C'est vrai qu'on peut constater que une fois que les membres du comité d'émission ont embarqué, il y a quand même une dynamique un peu magique qui se crée. Cette idée de partager un projet voilà, enthousiasmant parce qu'il est orienté vers le futur et vers du positif. Donc il y a un côté très gratifiant à se dire on est du côté de l'aventure. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un minimum simple, parce on peut s'en tenir à 3 avec des échanges d'intercession, mais il ne faut pas minimiser l'enjeu d'embarquer, que les personnes comprennent le business model de l'entreprise, comprennent pourquoi il y a cette envie d'avancer sur une mission. Et puis, effectivement, de peut-être avoir un mandat pour peu qu'il n'y ait pas de changement de poste, qui s'étende un peu dans la durée pour capitaliser sur ces acquis et cette belle dynamique. Je crois qu'on a une autre question avant de peut-être la pause. La question c'est, y a-t-il une méthode pour favoriser aller chercher la confrontation féconde? Vous parlez de confrontation.
Donc, je trouve qu'elle arrive de façon assez naturelle. En réalité, on est à notre troisième comité de mission. Le premier, tout le monde était gentil, hyper content. Puis là, on commence à avoir des vrais débats sur des sujets sur lesquels il y en a certains qui disent, moi, je suis pas d'accord, ou je trouve que vous allez pas assez loin. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié aux règles que fixe dans le groupe, au temps de parole qu'on laisse les uns aux autres, au fait de ne pas trop diriger les choses, de laisser tout le monde pouvoir s'exprimer, et ça vient de façon assez naturelle, parce qu'on a cherché des personnalités différentes, qui ont des points de vue différents. Et quand vous laissez les gens s'exprimer, nous, on fait aussi beaucoup de petits groupes de travail, on demande de travailler entre eux pour venir représenter après ce qu'ils ont fait. Et donc, ouais, là, la dernière, ça a frotté, c'est super intéressant. Je partage, je pense qu'une réunion réussie, c'est une réunion où il y a de la confrontation positive, fait que on a un produit fini qui n'est pas celui avec lequel les uns ou les autres sont rentrés en réunion, et il faut aimer ça, je pense, pour ceux qu'on met en animation, en pilotage. Et si on va avec cet envie-là, alors ça marche et on fait s'exprimer les choses. Si on est sur une posture de condescendance ou en tous les cas dominante, surplombante, évidemment, il ne se passe pas grand-chose, et de toute façon, les gens viennent plus, et comme on disait, ils ont d'autres choses intéressantes et importantes à faire dans la vie, donc il faut qu'ils y trouvent leur compte aussi. Mais c'est vrai que pour rebondir, on parle souvent du rôle de critical friends des membres du comité d'émission, c'est en général le rôle qui joue. Après, c'est vraiment quelque chose de très différent d'une culture d'entreprise à l'autre. Cette façon de laisser un peu la main et l'ouverture à cette porte-fenêtre, à cette porte ouverte sur le porte-fenêtre, carrément. Et de se dire que, parce qu'il y a à la fois le rapport de mission, je personnellement, parce qu'on a travaillé sur notre propre rapport de mission ainsi que sur celle d'entreprise qu'on a pu accompagner, mais on a envie qu'il soit beau, qu'il soit propre, qu'il soit carré. Et donc on travaille beaucoup voilà, pour formaliser des feuilles de rôle, des KPIs, des avancées. Et puis c'est vrai que ça peut être parfois voilà, perturbant de se dire que voilà, dans le super indicateur sur lequel on avait les moyens de trouver des avancées, l'autre vient dire que il n'est pas si pertinent que ça. Je pense que la contradiction féconde, elle doit avoir lieu à la fois dans les séances du comité de mission, mais aussi dans la façon de structurer ce rapport et de, comme le disait Anne-Catherine, potentiellement aussi d'accepter de lâcher prise. Et tout dépend de ce qu'on veut faire de ce rapport de mission. Est-ce qu'on veut le publier ou pas? Est-ce qu'on veut lui donner un rôle communicant ou pas? Est-ce qu'on veut prendre la main pour être sûr qu'il y aura bien l'historique de progrès de l'entreprise sur sa feuille de route RSE, l'ambition du fondateur aussi, que ça va vraiment être centré sur les travaux du comité de mission. C'est vraiment très, très différent des cultures. Je crois qu'il y a une dernière question. Bonjour. Quelle est la personne qui gère la mission chez vous? Est-ce que c'est le responsable RSE? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dénommé spécialement pour? Alors, chez moi, c'est la directrice RSE qui le porte. Absolument extraordinaire. Je la garde. Et on a après, j'ai une chargée de mission à mes côtés qui s'occupe de s'assurer que la mission soit bien transposée dans chacune des feuilles de route business des uns et des autres. Et qui va faire avancer notamment tous les sujets qui sont connexes entre différents services, parce que c'est souvent ceux sur lesquels ça avance pas bien. Donc, chez nous, comme je le disais, il n'y a pas de direction RSE. Donc, c'est pas là que ça se passe. Par contre, on a une direction qui s'appelle Impact et Santé Durable, qui travaille sur ce sujet-là comme un levier parmi plusieurs autres pour faire cette bascule vers ce système cette préservation de la santé comme un bien collectif durable de nous tous. Et donc, ils ont aussi en charge la fondation d'entreprise, par exemple, qui est mobilisée sur la lutte contre la sédentarité, et un certain nombre d'autres outils que je ne vais pas développer maintenant, mais c'est là qu'est portée la mission et l'animation.
Merci beaucoup.